Donc, la première question, ce sera bonjour, Bonjour. monsieur Christian Saldorin. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter un peu pour les gens qui ne vous connaissent pas en Tunisie? Oui, bien sûr, bien volontiers. Donc, bonjour aux amis tunisiens. Je me présente comme un citoyen. D'une certaine façon, j'ai une double caractéristique. Je pense que on est obligé d'être un peu sérieux quand on est un citoyen dans un pays quel qu'il soit. Donc, on a une responsabilité par rapport aux problèmes politiques et par rapport à la compréhension des problèmes qui peuvent être présentés comme des problèmes politiques. Donc, citoyen, mais je suis également membre d'une association dans laquelle je peux fonctionner comme citoyen précisément, c'est-à-dire l'association ATTAC par exemple, ou d'autres associations, mais surtout ATTAC. Alors sinon, j'étais moi-même haut fonctionnaire de l'État français, donc j'ai vécu ces questions de façon un peu exigeante. De l'intérieur, mais avec une exigence professionnelle, c'est-à-dire que j'ai fait mon métier par par souci de citoyenneté, par engagement citoyen. C'est lié à ce que je venais de dire tout à l'heure. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant le mécanisme de la dette et comment est-ce que les créanciers l'utilisent pour assouvir les peuples du tiers-monde, par exemple? Oui, alors vous posez une question qui est extrêmement vaste parce que ça touche à tout un système économique. C'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire que l'économie, au lieu de prendre en compte l'intérêt général, est devenue une économie financiarisée, c'est-à-dire que les finances deviennent une source de profit privé, de rente. Alors, naturellement, comment les créanciers mettent en place un rapport de force qui leur est favorable, c'est un problème politique majeur. Autrement dit, les mécanismes sont divers. Premièrement, il faut ruser. On ne peut pas mettre en place un système comme ça en disant ce qu'on fait. On fait semblant de faire le contraire, d'être un généreux financeur de l'économie, alors qu'en fait, on ne vise que des profits privés. D'autre part, on se débrouille pour contrôler les mécanismes politiques dans les différents pays. Autrement dit, c'est un fonctionnement qui n'est pas du tout démocratique. Et si on prend l'exemple de la France, qui est un exemple intéressant, on se rend compte que les dirigeants qui sont en place sont au service de ces marchés financiers, des créanciers que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas nécessairement, mais qui tirent les ficelles et qui utilisent le gouvernement à son profit, le gouvernement lui-même utilisant les députés ou utilisant le Parlement pour faire passer en force des mesures qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général des peuples. Et c'est le problème que nous rencontrons à partir du moment où nous parlons de la dette. C'est l'occasion pour les peuples de se réapproprier, premièrement, le fonctionnement politique de leur pays, et deuxièmement, les moyens financiers pour faire fonctionner le pays dans l'intérêt général. Si je prends l'exemple de la Tunisie, le paiement annuel des intérêts de la dette, 475 milliards d'euros, représente le budget de la santé ou le budget d'autres budgets publics d'intérêt général. Donc on voit très bien qu'il y a un biais par rapport à l'intérêt des peuples. Et alors, il faut revenir peut-être un petit peu en arrière et se rendre compte comment la dette a été mise en place. Pour le cas de la Tunisie, c'est un exemple qui est aveuglant, c'est-à-dire que la Tunisie est un pays qui a été colonisé par la France. Quand la Tunisie a recouvré son indépendance, les colonisateurs ont demandé aux Tunisiens de rembourser les terrains qu'ils occupaient, mais qu'ils avaient pris de force aux Tunisiens eux-mêmes. Autrement dit, c'est un système parfaitement pervers. Premièrement, on prend leur terrain aux Tunisiens. Deuxièmement, quand les Tunisiens se libèrent sur le plan politique, on leur demande de rembourser
les terrains qui leur avaient été volés. Ok ? Donc, ce sont les voleurs qui demandent le remboursement du vol qu'ils ont déjà effectué. Et à partir de là, vous avez tout un système qui s'est mis en place. C'est comme ça que la dette a commencé à se mettre en place en Tunisie. C'est l'effet boule de neige. L'effet boule de neige. Ensuite, vous avez eu les pays qui étaient colonialistes sont devenus néocolonialistes. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu leur pouvoir sur les anciennes colonies, comme la Tunisie qui était sous protectorat. C'était pas comme l'Algérie, c'était un protectorat. Et donc, les entreprises transnationales, françaises, mais européennes, se sont également implantées en Tunisie. Il y a 1100 entreprises françaises, par exemple, qui emploient, Fatih Chamri dit, qui exploitent 300 000 personnes en Tunisie. Donc ça vous donne un peu une idée du système de dépendance économique entre la France, par exemple, et la Tunisie. Et à partir de ce moment-là, comment un pays néocolonial comme la France ou l'Italie ou d'autres pays européens qui travaillent en Tunisie, comment ces pays peuvent maintenir un pays comme la Tunisie sous pression, sous contrôle? Eh bien, c'est très clair, avec un gouvernement fantoche. C'est un gouvernement fantoche, c'est-à-dire un gouvernement théoriquement au service de son propre peuple, mais en fait, comme c'est le cas en France, au service d'intérêts financiers étrangers. Donc c'est le cas de Ben Ali, qui était un dictateur et qui servait les intérêts étrangers, avec une pression très très forte, y compris d'ailleurs de l'Europe. Voilà. Et à partir de là, vous avez une dette extérieure qui s'est mise en place, une dette extérieure qui, pour la Tunisie, représente 15 milliards de dollars, avec une dette qui est odieuse, c'est-à-dire qui est extrêmement onéreuse et totalement illégale, totalement illégitime pour le peuple tunisien, de 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars. Alors, si on prend le tableau de tous les pays qui ont une dette odieuse, moi j'ai un tableau qui remonte à 2009 et qui recense 41 pays. Sur ces 41 pays, la Tunisie vient en 12e position. 12e position, c'est-à-dire que c'est loin d'être négligeable. Et on comprend les raisons profondes de la révolution tunisienne. Il y a des raisons de vie concrète des gens au quotidien qui font que ça n'était pas supportable. Voilà comment les choses se présentent. Alors, l'origine de la dette, là je vous ai donné le cas de la Tunisie, qui est un pays sous dépendance extérieure nette, comme beaucoup de pays en voie de développement. Et tout le système financier international, aussi bien la Banque mondiale que le FMI, maintiennent une pression financière qui est illégitime. Ces institutions financières internationales sont au service des systèmes capitalistes financiers et pas du tout au service des peuples et des pays. Justement, à ce propos, oui. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale tunisienne, c'est un ancien employé de la Banque mondiale. Oui. Juste après la Révolution, il a quitté son poste dans la Banque mondiale pour tenir les rênes de la Banque centrale de Tunisie. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, j'en pense le plus grand bien. Je pense que c'est certainement un monsieur qui est compétent, qui a appris son travail au sein des institutions qui sont importantes. Maintenant, la seule question qui se pose pour le peuple tunisien, c'est au service de qui ce monsieur fonctionne et comment est-il contrôlé ? Est-ce que le peuple tunisien est en mesure de contrôler les élites qui sont actuellement au pouvoir après la Révolution ? C'est une question clé. Et c'est précisément la question clé. Quand on parle de la dette, il y a cette question du contrôle de la dette par le peuple. C'est-à-dire, le peuple doit payer,
Combien doit-il payer? À qui? Et pourquoi? Et donc, toutes ces questions doivent obtenir une réponse parfaitement claire. Et tant que les peuples n'ont pas de réponse à cette question, ils sont manipulés ou ils courent le risque d'avoir à payer de façon illégitime des montants qu'ils ne contrôlent pas. Voilà. Les réponses à ces trois questions, combien, pour qui et pourquoi, oui. Ces réponses viennent après un audit. Alors, ces réponses, disons, la meilleure réponse possible, c'est un audit public. Comme ça s'est passé, par exemple, en Équateur, où vous avez eu un exemple parfaitement clair, où le président Correa lui-même, quand il est arrivé au pouvoir, il a demandé à réaliser un audit de la dette publique. Et il a suspendu le paiement de la dette, il a fait un moratoire, et puis après il a racheté une partie de la dette. À partir du moment où il a mis en place un audit officiel, les prétentions des créanciers ont diminué, puisqu'il y a une spéculation sur la valeur de la dette. On spécule, on affaiblit les pays, ensuite on spécule sur leur faiblesse pour leur imposer des taux de remboursement extrêmement élevés. C'est ce qui se passe en Grèce. C'est ce qui se passe clairement en Grèce ou dans d'autres pays. Ça se passe comme ça en Espagne. L'Espagne est en train d'essayer de se financer sur les marchés, mais à un taux très élevé. Bientôt l'Italie aussi. L'Italie, le Portugal, bien sûr, mais les Pays-Bas aussi, ou l'Angleterre, ou les États-Unis. Voilà, c'est un système qui a été mis en place depuis à peu près les années 60-70, où les banques centrales ne peuvent plus financer les banques. Les banques ne peuvent plus se refinancer auprès de la Banque centrale, et donc il y a un mécanisme de privatisation du financement. Privatisation, ça veut dire qu'il y a création d'une rente privée qui est payée par les citoyens. Si on prend le cas de la France, je crois que le paiement annuel, par le fait que la Banque de France ne puisse pas financer les banques, représente 50 milliards d'euros par an. Voilà, c'est des montants énormes et totalement injustifiés dans une logique démocratique, républicaine ou d'intérêt général. C'est-à-dire qu'en France, actuellement, si le gouvernement a besoin d'un certain montant, il ne peut pas le prendre de sa banque centrale, mais il doit l'emprunter. C'est interdit. Oui, le gouvernement est tenu de respecter des lois qu'il a lui-même mises en place d'ailleurs, et qui visent à engraisser au passage les banques. Voilà, c'est un système qui n'a aucune légitimité. Aucun intérêt pour le pays. Aucune légitimité économique, aucune légitimité politique et démocratique. Voilà, c'est simplement une façon de créer des profits strictement privés, une façon de mettre les peuples sous exploitation financière. Et qui a mis ce système à la base en place en fait? C'est-à-dire que à la base, notamment à partir de 66 et 73, ce sont les libéraux. C'est une logique totalement libérale qui s'est mise en place. En clair, c'est le président Pompidou, mais le ministre des Finances de Georges Pompidou, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Donc, il y a eu un tournant libéral à ce moment-là. Georges Pompidou étant lui-même un banquier, puisqu'il avait travaillé à la banque avant d'être... Chez Rothschild. Voilà. Donc c'est un banquier qui accède au pouvoir pour la première fois. Il a remplacé un militaire, il a remplacé De Gaulle. Et c'est le même système qui existe aux États-Unis aussi, c'est-à-dire le gouvernement ne peut pas emprunter. Alors, aux États-Unis, contrairement aux apparences, le contrôle sur le système bancaire est plus efficace qu'en France. On dit que les États-Unis, c'est la patrie du libéralisme, peut-être sur le plan théorique, avec l'école de Chicago, si on veut, mais avec les monétaristes notamment. Mais les États-Unis, en tant que fédération, ont des traditions de contrôle de leur système financier et des banques
qui est bien plus intéressant que ce qui se passe en France. En France, on a copié et on a mal copié. On est comme les mauvais élèves, on a mal copié et du coup, on ne fait même pas semblant de défendre l'intérêt général. Actuellement, en Tunisie, il y a un groupe d'hommes politiques qui veulent copier le modèle de la France, justement, et de l'Europe. Oui, mais je les encourage vivement à le faire. Ils seront tout à fait d'accord pour trouver des modèles à copier en France, mais de moi à vous, c'est une tactique qui est totalement discréditée. Disons que les économistes français se sont insurgés, comme vous le savez, et ils se sont insurgés contre les doctrines officielles, contre la pensée unique, et cette sédition a pris le nom des économistes atterrés. Donc les économistes qui se considèrent comme des citoyens un petit peu informés ont décidé de donner leur avis directement et de contrecarrer les avis de la pensée unique, les avis officiels. Voilà. Alors ce modèle, c'est celui qui est en train de prendre petit à petit le pouvoir en France. Donc dites donc à vos amis tunisiens que c'est plutôt ces gens-là qu'il faut fréquenter Plutôt que ceux qui vont tomber dans le gouffre prochainement. Voilà. Parce que les économistes de connivence, comme on les appelle, ou les économistes de marché, sont en train de virer leur cutie par rapport à des tas de questions qui se posent. Ils sont en train maintenant, devant les arguments que développent les économistes dissidents et les citoyens, de tourner leur veste, de changer de position. Et l'un des sports intéressants actuellement en France, c'est de voir comment ces économistes de marché sont en train de tourner leur veste ou comment ils sont pris à partie, comment on leur demande des comptes par rapport à des positions qu'ils avaient prises il y a des années. Voilà, donc vos amis économistes tunisiens sont sommés de faire le bon choix parce qu'ils vont se retrouver au sec. D'accord. Bientôt. Et si vous êtes aujourd'hui en fait sur la tête du gouvernement tunisien, vous faites quoi pour régler cette histoire de dette en fait? Pour régler cette histoire de dette, là vous posez, moi je vous retourne la question, c'est vous qui êtes tunisien, c'est pas moi. Moi je vous retourne la question, c'est un problème politique majeur. Alors, on va essayer de décortiquer ce problème politique majeur. Premièrement, quand on parle de politique, on parle de rapport de force. Donc, quel est l'état de pouvoir du peuple tunisien par rapport à cette question? Premièrement, en interne, est-ce que la question que vous me posez, le peuple tunisien peut la poser à ses dirigeants, très clairement? Deuxièmement, est-ce qu'il est en état de réfléchir à cette question et de mettre en place un audit, comme ça se passe en Grèce ou en France, un audit citoyen de la dette publique. Alors ça, effectivement, les éléments d'avant-garde de Tunisie sont en train de le faire. Moi, je les ai rencontrés récemment à Bruxelles. Il y avait Fatih Chamri, il y avait plusieurs jeunes Tunisiens économistes ou juristes qui s'engagent dans ce mouvement de l'audit citoyen de la dette publique. Ça, c'est parfait. Deuxième élément, c'est de mettre en place un moratoire, c'est-à-dire de refuser de payer la dette tant que le travail n'a pas été fait clairement. Troisièmement, tout ce qui est dette odieuse, c'est-à-dire la dette qui est liée aux agissements du dictateur Ben Ali, c'est pas la peine de rembourser, même si c'est demandé par les instances internationales comme le FMI ou la Banque mondiale. Donc il faut démystifier, il faut contrer le travail de la Banque mondiale et du FMI. Alors naturellement, ça pose un problème politique, c'est-à-dire le peuple tunisien doit continuer à s'emparer petit à petit des leviers politiques, même par rapport à ses propres dirigeants, puisque, comme vous l'avez mis en évidence tout à l'heure, ses propres dirigeants peuvent, par ruse, se mettre au service d'intérêts étrangers. Alors, en disant qu'ils sont compétents, qu'ils ont travaillé à la Banque mondiale,
cette compétence doit être vérifiée, mais c'est un élément de doute. Il faut se méfier, justement, de ce qui a été fait antérieurement par ces économistes. Mais on trouve le même cas de figure en Grèce, en Italie, à la Banque Centrale Européenne. Ce sont des gens qui ont mis ces pays en faillite, qui se trouvent maintenant à leur tête. Goldman Sachs, par exemple, c'est lui qui... oui, mais moi je pense Mario Draghi, mais je pense également à la Grèce. C'est Goldman Sachs qui a fait l'audit de la Grèce, qui s'est fait payer très cher pour ça, qui a truqué les chiffres et qui maintenant est au pouvoir. Donc on retrouve le même mécanisme d'usurpation du pouvoir. Ce sont, parmi tous les adjectifs qu'on peut leur attribuer, ce sont notamment des usurpateurs du pouvoir. Voilà. Donc, ce que doit faire le peuple tunisien, c'est continuer à réfléchir à cette question et continuer à se donner les moyens d'avoir une réponse objective à ces questions. Alors, l'intérêt, c'est que les Tunisiens ne sont pas seuls, qu'il y a un mouvement général partout dans le monde, en Europe, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça se passe également sur les deux rives de la Méditerranée, parce qu'on a des relations multiséculaires. Voilà. Moi-même, j'ai beaucoup de sympathie pour vous dans la mesure où je viens d'Algérie, je suis né en Algérie, donc c'est en tant qu'ancien voisin. Voilà. Et puis, mon origine, je suis origine d'Andalousie, donc vous savez très bien que l'Andalousie était le paradis des Arabes pendant des siècles. Voilà, donc on a une culture commune qui est la Méditerranée. Voilà, et je suis extrêmement heureux que les Tunisiens aient repris le flambeau de la liberté et de la lutte pour l'émancipation des peuples et des droits de l'homme en général. Il faut continuer. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque, par exemple, si des hommes politiques tunisiens demandent justement de faire un audit, de ne pas payer la dette, est-ce qu'il y a un risque, je ne sais pas, d'attaque de l'autre côté de la Banque mondiale, du FMI? Non, il n'y a aucun risque. C'est-à-dire, naturellement, il faut que les Tunisiens se renseignent sur cette question. Et donc, nous avons l'exemple de ce qui s'est passé un petit peu partout. Quand des peuples ont refusé, ont répudié la dette. Voilà. La répudiation, c'est un terme que les musulmans connaissent bien, mais là, on ne répudie pas quelqu'un, on répudie la dette, on la refuse. C'est ce qui s'est passé en Argentine. L'Argentine s'est émancipée très clairement. Ça a été le cas en Islande, ça a été le cas en Équateur, par exemple. À chaque fois, comme le dit la Charte des Nations Unies et le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on ne peut pas exiger de paiement de la part d'un peuple si ces paiements contreviennent à l'intérêt général de ces peuples, comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc. Or, cette clause, qui est absolument fondamentale, est oubliée actuellement, elle n'est pas mise en avant. Mais c'est une clause que les Tunisiens peuvent utiliser en disant que la charge de la dette est telle que ça empêche le peuple tunisien d'avoir accès à la santé. C'est le cas également en Grèce, où ce qui se passe par rapport à la santé est d'une indignité totale. On est en train de privatiser les hôpitaux et d'en faire une source de profit. Là, on spécule sur la santé des Grecs, voilà, sur les maternités, sur les parturientes, sur les personnes âgées. Donc, c'est le monde à l'envers. Donc, un petit conseil aux Tunisiens, le monde à l'envers, il faut le remettre à l'endroit, donc continuez. Et surtout, renseignez-vous sur ce qui s'est passé à droite et à gauche. Et en fait, un peuple est souverain et personne ne peut empêcher un peuple souverain d'exercer ses droits. Je ne le dis pas de façon excitée, mais parce que je constate comment ça se passe dans la plupart des pays et que ces droits des peuples à disposer des moyens de leur survie, des moyens de leur fonctionnement, est un droit absolument inaliénable. C'est prévu par les textes et personne ne peut aller contre ça. Il faut juste vérifier, se battre politiquement, continuer à exiger l'exercice de ces droits. Mais il n'y a pas de risque. Qui va vous agresser? Qui peut vous agresser? Ce qu'on dit en fait au peuple aujourd'hui, c'est si on fait ça, on va perdre la confiance en fait
Oui, des absolument. investisseurs en fait. Absolument, vous allez perdre absolument la confiance des gens qui sont des usurpateurs et des gens qui sont des profiteurs et qui sont en train de vampiriser l'économie tunisienne. C'est une bonne chose alors. Oh bah moi je sais pas, si votre ambition c'est de garder la confiance des gens qui vous plument, allez continuer. C'est votre affaire, mais franchement, je pensais que ce serait l'inverse et que vous n'auriez pas du tout confiance dans ces mecs-là. Voilà. Donc à partir du moment... C'est ce qui se passe, mais il y a des gens qui sont un peu réticents et qu'il faut les rassurer qu'ils n'ont rien à craindre. Ah, ça c'est votre boulot. Mais après, il faut savoir si on a les moyens en fait aujourd'hui de s'en sortir sans ces gens-là en fait. C'est ça qu'il faut savoir en fait. Oui, ben ça c'est à vous de le voir. En fait, les moyens, c'est de retrouver vos propres possibilités de financement public. Donc, il faut abolir la partie de la dette, d'abord qui est odieuse. Votre pays a vécu sous la coupe d'un dictateur et qui a fait des choses contre l'intérêt du peuple. On a trouvé des sommes fantastiques dans les dépendances du palais de Ben Ali. Tout le monde a vu les photos ou les films des dollars, des euros, etc. Il faut répudier la dette odieuse, il faut répudier la dette illégitime, et il faut mettre en place un financement sain de l'économie. Voilà, mais vous avez des économistes, et vous avez des démocrates, et vous avez des gens compétents pour engager ce combat. Il faut l'engager comme ça se passe partout. Le CADTM est un lieu très intéressant pour partager ses expériences. Attac fait un travail intéressant. C'est pour ça que quelqu'un comme Fatih Chamri est très intéressant, puisqu'il représente à la fois le RAID, Attac et le CADTM. Donc il a tous les atouts. Pour jouer au poker, s'il devait jouer au poker, il a vraiment tous les atouts pour avancer. D'après vous, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'on peut comprendre qu'un gouvernement élu par le peuple continue à payer ses dettes en fait? Oui, on peut le comprendre. Parce que il y a une manipulation de l'idée même de démocratie. Si on prend le cas de la France, on explique que le peuple est souverain. Ce qui est prévu par la Constitution, c'est le peuple qui décide de la désignation du président de la République, de la désignation des parlementaires, etc. Mais que voit-on? On voit qu'on utilise cette démocratie, cette délégation de pouvoir, de façon purement formelle, c'est-à-dire on demande aux citoyens de donner un blanc-seing aux hommes politiques pendant 5 ans, et après les hommes politiques font le contraire de ce à quoi ils s'étaient engagés vis-à-vis des citoyens. Et si on regarde le fonctionnement de M. Sarkozy, par exemple, le fonctionnement des gens du Parti socialiste est peut-être un peu différent, je pourrais y revenir. Il est cynique, mais il paraît plus acceptable. Mais le fonctionnement de M. Sarkozy, c'est très intéressant, parce que le rapport au peuple est complètement bloqué. C'est-à-dire qu'il décide de passer en force, il n'y a plus de consultation, ou s'il y a une consultation, elle est purement formelle. On dit on vous consulte, mais de toute façon on a la réponse, et puis les syndicats ne sont pas à la hauteur, et les syndicats ne sont pas des interlocuteurs convenables, donc on fera exactement ce qu'on voudra. Et on demandera aux députés, puisqu'on a la majorité au Parlement, de voter les lois, et donc on vote des lois qui se contredisent sans arrêt, qui ne tiennent pas compte de conditions de fonctionnement d'un pays démocratique. Donc vous avez des démocraties de façade, des démocraties formelles. C'est la raison pour laquelle les peuples les remettent en cause, se révoltent et exercent un pouvoir direct. Et ça, on le constate un petit peu partout, où les gens s'indignent, entre guillemets, puisque c'est un terme politique qui est repris un petit peu partout, s'indignent de ce fonctionnement-là de la démocratie et ont tendance à réactiver une démocratie directe, en disant on pose les problèmes, on discute de ces problèmes, etc. Mais il y a loin de cette démocratie directe, d'un débat dans la rue, à l'exercice d'un pouvoir démocratique au niveau des instances dirigeantes du pays. Alors,
il faut vérifier que la démocratie est une démocratie réelle et pas une démocratie formelle. C'est bien ce que disent les indignés espagnols. Les indignés espagnols disent « démocratia real, ya ». Ça veut dire une vraie démocratie tout de suite. Donc, je vous donne la réponse. Si demande la démocratie, une vraie démocratie tout de suite, c'est qu'elle n'existe pas. Voilà. En Tunisie, c'est pareil. Voilà. Donc, vous avez du chemin pour mettre en place des mécanismes de contrôle. Donc, le problème, c'est comment les citoyens, comment le peuple tunisien peut mettre en place un contrôle citoyen, un contrôle démocratique. Voilà. Donc, vous allez vous réapproprier la politique à partir de la base. Il y a une vraie démocratie, je pense, il faut absolument un média, les médias soient sous contrôle des peuples, non? Alors, vous parlez du fonctionnement de la démocratie. Alors, disons en général, quand on fait un petit peu de théorie politique, on utilise un terme anglais qui est que le fonctionnement des institutions, c'est checks and balances, c'est-à-dire des poids et des contrepoids. Et donc, il faut des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et une démocratie fonctionne réellement quand il y a des contre-pouvoirs. Alors vous avez l'exécutif, vous avez le législatif. Ça, c'est déjà un premier pouvoir et contre-pouvoir. Mais vous avez d'autres contre-pouvoirs qui sont plutôt plus difficile. Par exemple, vous avez la justice, qui est un contre-pouvoir important. Et donc l'indépendance de la justice doit absolument être garantie. Et l'un des efforts que font les pays actuellement, c'est de mettre la justice sous contrôle. En France, c'est très clair. On peut voir le quinquennat de M. Sarkozy, voir comment il s'est comporté vis-à-vis de la justice, ça c'est parfaitement clair. Alors, naturellement, un autre contre-pouvoir, c'est la presse. Alors la presse, vous avez un exemple très important en Tunisie où à l'occasion de votre révolution, la remise en cause des organes de presse a été faite. Voilà, ça, c'est un problème important. En France, on rencontre également cette question depuis longtemps. Et notamment, il y a un film qui vient de sortir, Les Nouveaux Chiens de Garde, qui montre très très bien comment les journalistes, très habilement, manipulent l'opinion au service de classes dirigeantes illégitimes. Voilà, donc je réponds à votre question. Bien sûr, un peuple démocratique doit se doter d'organes de presse à son service. Voilà, avec des citoyens. Et chaque fois qu'il y a eu des révolutions, les grands résistants ont monté des organes de presse. Je pense à un homme comme Albert Camus, qui est universellement considéré comme une puissance spirituelle du XXe siècle, une force morale du XXe siècle. Il a mené sa résistance au sein d'un journal qui s'appelait le Journal Combat, et qui a été un modèle de journal indépendant au service de la résistance. Donc vous allez devoir peut-être monter des journaux comme ça, qui sont des journaux, pour reprendre le titre du journal d'Albert Camus, de combat. Hein, c'est un combat pour la démocratie, un combat pour l'objectivité journalistique, un combat pour un pouvoir indépendant au service du peuple. Mais tous les pouvoirs doivent être au service du peuple. La justice doit être au service du peuple. La presse, le Parlement doit être au service du peuple, le gouvernement doit être au service du peuple. On ne peut pas dire qu'un gouvernement est contre le peuple avec un pouvoir, un contre-pouvoir qui soit au service du peuple. Il faut vérifier que la totalité des pouvoirs sont au service du peuple, donc un peuple ne peut être émancipé qu'en contrôlant petit à petit l'ensemble de ses pouvoirs et le jeu entre les pouvoirs. Mais moi, j'ai été extrêmement impressionné par la maturité des Tunisiens que j'ai rencontrés récemment, par leur connaissance juridique, politique, économique. Vous avez une maturité civique et démocratique absolument remarquable. C'est pas un hasard si vous êtes pionnier en matière de révolution. Vous avez de fait les outils en main.
Maintenant, le défi, c'est de mettre ces gens-là qui sont compétents dans les postes clés et pas laisser n'importe qui. Non, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans les postes clés. Il suffit qu'ils contrôlent. Donc vous pouvez mettre en place des gens, il peut y avoir des gens au poste clé, comme votre peut-être ministre des Finances qui vient de la Banque mondiale ou du FMI, je ne sais pas. Vous pouvez le laisser en place, mais vous lui demandez des comptes. Lui, il a demandé l'indépendance de la Banque centrale, en fait. Oui, ben ça c'est un cas de figure qui est classique. Donc c'est déjà, là il vient de perdre des points. Quand il aura 0 point, il faudra le virer. Voilà, là il vient de... Là il est déjà en négatif en fait. Ben, il est en négatif, forcément. Et ça, le peuple tunisien doit le lui reprocher en disant que la question clé pour un pays, c'est le contrôle par le peuple du pouvoir de créer la monnaie. C'est l'élément de base. Et donc là, il tire contre son peuple. Là, vous avez une preuve aveuglante. Voilà. Donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ce monsieur n'est pas à sa place, il trahit le peuple. Donc c'est voilà. clair. C'est clair. Ben, c'est clair. Voilà. Très bien. Et je ne sais pas si vous êtes un peu informé par rapport au rôle que jouent par exemple les forces pétrolières comme le Qatar aujourd'hui Oui. dans ce jeu en fait mondial. Alors, disons, je ne vise pas particulièrement le Qatar, encore que ce soit un cas intéressant parce que c'est un pays qui peut avoir de l'influence sur les pays arabes, puisque c'est un pays arabe et un pays musulman lui-même. Donc, est-ce que ça n'est pas un facteur d'obscurcissement du débat, hein? Donc, mais c'est à vous, derrière le fait que ce soit également un pays arabe et un pays musulman, que vous puissiez le qualifier économiquement de façon objective. Alors, effectivement, c'est un pays qui dispose de ressources énergétiques extrêmement importantes, donc qui lui donne une puissance économique internationale qui lui permet de s'affranchir d'un fonctionnement démocratique interne, où il peut éventuellement, avec les ressources financières dont il dispose, financer des puissances d'influence qui ne vont pas nécessairement dans le sens de l'intérêt du peuple tunisien. Voilà. Mais je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas analysé en détail le fonctionnement du Qatar. Et, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il achète tout, même ici en France, les oui, Qataris. Bien sûr, ils achètent quoi? Ils achètent tout, y compris des clubs de foot. Ben, tout le monde savait que le fonctionnement des clubs de foot était un fonctionnement corrompu et que on payait des gens pour distraire le peuple, le distraire des vraies questions. Mais ça, c'est un vieux problème politique. Vous savez que les Romains avaient mis en place des jeux, donc que les Romains demandaient du pain et des jeux, panem et circenses, du pain et des jeux de cirque. Voilà. Bon, mais ça, c'est de la démagogie pure. Voilà, ça ne tiendra pas sans s'étendre par rapport aux problèmes que rencontrent les gens, qui sont des problèmes de chômage, des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes de recherche, des problèmes d'avenir. Toutes ces questions, c'est pas un match de foot qui va les régler. Voilà, même financé par le Qatar et même retransmis par les chaînes de télévision qui ont le monopole sur ces matchs. Voilà, il faut remettre les choses à l'endroit. Et puis, voir où sont les choses importantes. Un match de foot, ça n'est qu'un match de foot, ça n'est pas la réalité politique. Voilà. Alors, le mécanisme de la dette, si vous me reposez la question, si on prend le cas de la France, c'est un système qui a été organisé mécaniquement, si vous voulez. C'est-à-dire, depuis des années et des années, on prive les salariés de ressources. Il y a c'est ce qu'on appelle le partage de la valeur ajoutée, le partage de la richesse. Et ce partage de la richesse se fait petit à petit au détriment des salariés, des gens qui produisent la richesse, au profit du capital, c'est-à-dire au profit des créanciers qui détiennent le capital, au profit des financiers. Et il y a comme ça 10% de la richesse nationale qui est passée aux actionnaires plutôt que
aux salariés. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, vous avez tout un système qui fait que non seulement une partie de la richesse est transmise aux salariés, aux actionnaires, pardon, mais en plus, les actionnaires ont des systèmes fiscaux qui leur sont favorables, des systèmes fiscaux directs qui leur sont favorables. Ils ont des impôts dont ils sont exonérés. Ils ont également des niches fiscales et ils ont également des systèmes de paradis fiscaux et de paradis juridiques qui les exonèrent de leurs responsabilités économiques. Donc on voit qu'on a tout un système qui crée un défaut par rapport aux besoins de financement des pays. Le système est complété de façon extrêmement astucieuse par l'interdiction de se financer par la création monétaire, par la Banque centrale, et donc l'obligation de payer pour financer l'économie. On est exactement au Moyen-Âge où il y avait des brigands qui rançonnaient les gens en disant « tu veux passer sur mon territoire, tu payes. Tu veux faire ton pain, tu es obligé d'amener ton blé au moulin banal et tu payes. Tu dois faire ton pain, tu emmènes la farine que j'ai déjà taxée au four banal et je te taxe puisque je t'oblige à utiliser le four banal et je te taxe à nouveau. Donc on est dans un système, le temps que les gens s'en rendent compte, parce qu'ils ont affaire à des gens qui sont bien habillés, qui parlent bien, en qui ils ont confiance, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'on les roule. Voilà, donc le système de la dette est un système très astucieux qui est mis en place, mais maintenant, on est à la limite. On ne supporte plus les citoyens qui sont des citoyens compétents, courageux et décidés, ne supportent plus que ça fonctionne comme ça. Donc, le slogan tunisien est repris par les meilleurs économistes français. Ce slogan, c'est « dégage ». Voilà, c'est le premier mot arabe que j'ai compris en français. Justement, je me suis rappelé en fait récemment, c'est-à-dire il y a 2-3 jours, Oui. le gouvernement tunisien a pris une dette en fait de 500 millions de dollars, je crois, Oui. pour payer des intérêts Oui, d'une autre dette. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire c'est absurde de prendre une dette à intérêt pour payer des intérêts d'une autre dette. C'est pas du tout absurde. C'est extrêmement rentable. Autrement dit, vous continuez dans la logique d'un peuple colonisé. Voilà. Mais la colonisation, c'est pas les terrains agricoles, c'est une colonisation financière. Et votre système financier national est à nouveau dans les mains des colonialistes financiers. Voilà. C'est pour ça que la solution dont vous disposez, c'est premièrement un moratoire et deuxièmement révoquer la dette. Et vous ne paierez plus d'intérêt sur une dette odieuse et illégitime. Actuellement, on vous taxe sur un vol, comme je l'ai dit tout à l'heure. Non seulement vous êtes volé, mais en plus, on vous fait payer l'argent que vous n'avez plus. Voilà, donc c'est la double peine. Vous êtes sous la double peine. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est très clair. Est-ce que vous aurez un message à faire passer aux jeunes Tunisiens à propos dans ce domaine-là? Oui, le message que je peux leur passer, c'est que nous, les peuples du monde et les citoyens du monde, et les citoyens français, les citoyens tunisiens, parce que nous avons une communauté de culture, nous sommes engagés dans un combat, et le fait d'être engagé dans ce combat permet de partager des analyses, permet de nous encourager. Moi, j'ai été en contact avec les Tunisiens à plusieurs reprises il y a une quinzaine de jours à peu près, et on voit bien que vous avez une maturité de combat et que vous êtes en train de construire votre propre démocratie. Allez-y, c'est un moment particulièrement exaltant dans lequel vous êtes en train de construire votre propre avenir sur des bases saines, démocratiques, en respectant les droits humains fondamentaux. Et vous êtes un modèle pour les démocraties. La France se doit également d'être un modèle. Disons,
les citoyens français démocrates se doivent également d'être un modèle. C'est ce que disait Mélenchon, par exemple. La tradition de liberté et d'égalité révolutionnaire de la France, on doit la réactiver. Et vous êtes en train de la réactiver aussi en Tunisie. Donc continuez, et on est solidaires. Et je ne dis pas ça pour vous pousser dans la bagarre et rester sur la touche, mais parce que nous aussi, nous menons nos propres combats. Nous sommes des alliés dans les combats que nous menons, nous les menons ensemble. Voilà, donc vous n'êtes pas seuls, et c'est la raison pour laquelle vous me posez ces questions, parce que on est dans le même combat que vous. Très bien, merci. Bon courage. Merci à vous.